Et sa femme, qui voit traîner le truc, le soir, je pense, dans son lit, sait pas quoi lire, et se met à le lire. Et lui, il est à côté en train de lire un roman, et au bout d'un moment, sa femme qui finit de lire, lui fait « Mais tu l'as lu, ça ?» Et il lui fait « Bah non. » Il fait « Non, mais il faut que tu le lises. Hein. Faut vraiment que tu le lises. Hein. » Et là, il a lu, et ils m'ont dit bah, « Ok, on t'édite, quoi. » Querelleuse, querelleur, bienvenue. Aujourd'hui, pour l'émission Regard Croisés, je vais à la rencontre de Davy Mourier, l'un des piliers de No Life et du Golden Show. Scénariste de sketch, auteur de web-séries et créateur des albums à succès de La Petite Mort, il nous raconte dans cette interview le parcours tortueux et semé d'embûches qui lui a permis d'atteindre son rêve d'enfant, devenir auteur de bande dessinée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et recommander la chaîne Querelle à vos amis. Restez bien jusqu'à la fin pour la scène post-générique. J'ai vu que tu avais fait des études de graphisme et que tu as commencé certainement le monde du travail par le graphisme. Donc ensuite, tu as fait de la BD. Je voulais savoir quelle est ta première illustration rémunérée. Alors, attends, rémunérée ou alors on m'a dit qu'on allait me rémunérer et je me suis fait voler. Et tu t'es fait payer en visibilité, c'est ça? Ouais, non, on m'a dit, non, les mecs ont disparu. En fait, je crois que le premier truc que j'ai fait qui devait être rémunéré, ça devait être une affiche pour une association pour les alcooliques anonymes. Et j'avais fait un éléphant rose. Sa trompe se transformait en paille et j'étais pas mécontent de ce dessin à l'époque. Et il buvait dans un verre d'alcool forcément et c'était l'alcool, ça trompe énormément. Voilà. Bref, hein, c'était il y a très longtemps. Et les mecs m'avaient dit ouais, on va te payer. Alors je sais plus, ça devait être en francs. En francs, ouais, mais un truc genre de 100 francs peut-être ou de 200 francs, je sais pas, tu vois, un truc, une honte. Et ils m'ont jamais payé. C'est une association, hein, un truc, machin. Les mecs, ils m'ont toujours esquivé, tout ça. Par contre, j'ai vu mes affiches partout, dans toute l'Ardèche, et je les ai vus sur Lyon et tout ça. En fait, ils avaient imprimé, je sais pas s'ils ont imprimé sur toute la France, mais en tout cas, par contre, mon dessin, il était parti. Hein. Mon premier dessin que j'ai vu un peu partout, c'est lui. Par contre, j'ai pas été payé. Et je crois que le premier dessin où j'ai été payé, c'est pour une pizzeria à Annonay, en Ardèche, où il m'avait demandé de faire un pizzaiolo. Et j'avais fait un petit pizzaiolo, et il m'avait payé pas beaucoup, mais j'avais quasiment 1 an de pizza gratuite. Voilà. C'est un excellent cadeau, ça. Ton poids en pizza, quoi. Et plus tu manges de pizza, plus tu as ton poids en pizza, quoi. Oui, c'est ça, ouais. C'est horrible pour un auteur de BD qui ne bouge pas de son siège de payer en pizza. Tu vois, il y a un truc à un moment qui veut qu'il meure d'une crise cardiaque, c'est obligé, quoi. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas travailler avec des alcooliques. Anonyme, en tout cas, parce qu'après, tu ne les retrouves pas. Donc le questionnaire tourne autour du cinéma et de la naissance de ta cinéphilie. Alors déjà, est-ce que tu te considères cinéphile? Alors c'est marrant. Alors je te dirais oui, mais j'ai eu une ex avec qui je suis resté 3 ans qui a fait une école de cinéma et tout ça, et elle me disait régulièrement « Mais t'aimes pas le cinéma ?» Alors je ne sais pas si c'était des attaques ou tout ça. En fait, je crois que j'aime les histoires, ça depuis l'enfance, vraiment, que j'aime profondément les scénaristes, mais effectivement, elle pouvait se pâmer devant une réa, devant des trucs lents, genre Magnolia, ou des trucs comme ça. Et, c'est plus dur pour moi, mais j'ai des films forcément qui m'ont marqué à tout jamais, et je pense que le début, j'ai très peu lu quand j'étais enfant, hein. Je lisais que des BD, ou je regardais des dessins animés, ou je regardais du cinéma. Je pense que j'ai une grosse culture, pop culture, ça c'est sûr, parce que de toute façon en Ardèche, j'avais rien à foutre à part regarder la télé et de se promener dans les bois, pourquoi faire. Donc oui, mais après, est-ce que je suis cinéphile? Je sais pas. Donc t'es plus du côté de la narration, de la fiction, en fait, t'es un fou de fiction, quoi. Moi, je veux qu'on me raconte des trucs. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je regarde beaucoup moins de films et beaucoup plus de séries. Parce qu'une série peut plus creuser ses personnages, peut plus creuser son scénario, et bon, pas toutes, hein, mais en tout cas, je m'y retrouve plus dans des trucs sur la longueur, voilà, mais pas des trucs sur la lente.
parmi mes séries préférées, il y a Louis de Louis C.K. Parce que Louis de Louis C.K., c'est la réalité et le mec apporte ce qu'il faut d'absurde pour déformer la réalité, pour te montrer la réalité telle qu'elle est. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Voilà. C'est plus vrai que la réalité, quoi. Bah, tu vois, il y a un épisode, je me rappelle plus lequel c'est, où il est dans son lit et les éboueurs passent forcément à 6 heures du mat et le réveil. Et au lieu de faire une scène bête où tu as le héros qui est réveillé par les éboueurs qui passent en bas, lui, il se réveille et il entend un bruit horrible et les éboueurs traversent par sa fenêtre, les vitres explosent, il saute sur son lit et tape dans des poubelles en faisant du bruit, etc. Et là, tu comprends que le taux de dérangement est très élevé. Voilà. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Une meuf il essaye d'emballer et la meuf tourne la tête au moment où il essaye de l'embrasser. Et ça, c'est dans une série classique. Et lui, la meuf, après, elle part en courant. Il y a un hélicoptère qui se pose. Elle rentre dans l'hélicoptère et il la voit partir. Tu vois, il y a un truc en plus où tu dis, ok, je vois ce que tu ressens. En fait, je vois. C'est pas juste une meuf qui part. C'est elle te fuit. Et donc, si elle te fuit, ben c'est que t'as un problème. Et si t'as un problème, ça raconte autre chose. Alors, tu dis que ton ex disait de toi, tu n'aimes pas le cinéma. Est-ce que c'était parce que tu le manifestais genre en étant insatisfait à la sortie d'un film à chaque fois, en disant j'ai pas aimé ça dans le film. Par exemple, je suis un de ces connards qui n'a pas aimé le dernier Joker. Et j'avais déjà vu La Valse des Pantins et je voyais pas pourquoi il fallait refaire un film en moins bien, en montrant en plus que tu le copies, en remettant les personnages à l'intérieur et en mettant un super-héros dedans. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Et les gens qui sortaient en disant oh du génie, je faisais bah, quand même non, en fait il a tout pompé et il le dit. Alors je trouve ça bizarre, quoi. Non mais c'est vrai qu'il y a cette dichotomie entre ceux qui sont nés dans les années 70-80 et qui ont vu les films qui sont référencés, un peu comme nous, quand on a adoré Pulp Fiction et des gens de la génération précédente ont dit mais il a tout pompé sur tel film. Oui, c'est ça. Donc, il y a un petit problème comme ça. Bien sûr. Bah, c'est comme les gamins d'aujourd'hui qui vont voir, chaque trilogie Star Wars a ses défenseurs. C'est parce que c'était des enfants quand ils les ont vus. Enfin, pour moi, il y a qu'une seule trilogie. Voilà. Hein, mais Retour vers le futur. Retour vers le futur. Et encore le 3. C'est peut-être déjà trop vieux. Tu vois. Mais oui, je pense que c'est une question de génération, une question de moment aussi. Il y a des films, Princess Bride. Je suppose que c'est vraiment un film hyper bien pour les geeks, etc. Mais je l'ai vu vraiment sur le tard et donc il m'a moins marqué. Voilà. Mais moi, c'est Bernie, c'est arrivé près de chez vous, c'est des trucs qui m'ont complètement marqué. Mais on reste dans le truc qui transgresse. J'aime bien. Pourtant, je suis un mec qui transgresse pas tant. Hein, je bois pas d'alcool. J'ai pris de drogue. Genre vraiment, je suis voilà. Mais j'aime ces films ou ces séries où les personnages sont dans la transgression et dans l'image, on est dans la transgression. Voilà, quand Bernie il balance des coups de pelle et tout ça. Enfin, il y a des dialogues vraiment voilà. Et en même temps, ça parle de quelqu'un et ça parle de gens perdus, voilà, et de gens paumés qui se cherchent dans la violence et ça me parle beaucoup. Je pense que c'est à l'adolescence du coup. Ces films. Bernie, ouais. Alors dans l'enfance, alors si on essaie de faire une chronologie, je sais pas. Forcément, moi c'est les dessins animés, gamin. Dragon Ball, les Chevaliers Zodiac, enfin le Club d'eau, même un peu plus vieux parce que moi je suis plus vieux. Donc Cobra pour moi c'est peut-être un de mes souvenirs d'enfance. Et c'est peut-être une porte vers le cinéma, Cobra, parce que Cobra c'est quand même un dessin animé qui est hyper adulte. Ils sont carrément planté de diffuser à des gosses à des heures. Voilà, enfin, il y a des personnages qui leur tête explose, il y a des meufs à poil dans des douches. Enfin, je crois que c'est ma première série adulte finalement, Cobra, alors que j'étais au CM1. Oui, voilà. c'est ça. Je crois que c'est destiné à 16 ans. Ah bah ouais, clairement. Cobra, il y a aussi le côté cadique, c'est-à-dire le rêve. Est-ce qu'il fait un rêve? Est-ce que c'est la réalité? Oui, il retrouve ses souvenirs. On retrouve après dans Total Recall. Qui est la même trame finalement, ils sont partis du même postulat. Je pense qu'on est dans Star Wars, Indiana Jones, Retour vers le futur, effectivement, ça c'est les films de mon enfance, vraiment. Et les Goonies. Et j'ai découvert assez tard, à 13-14 ans je crois. Donc le film était déjà sorti depuis quelques années, je l'ai découvert en VHS, mais alors attends, le film que j'ai le plus regardé, c'est vrai, ma mère elle me l'a dit,
un film que j'ai vu plus de 30 fois. Mes parents, donc on parle d'une autre époque où on n'avait pas de magnétoscope. Alors magnétoscope, à l'époque, on voulait avoir un magnétoscope, même si aujourd'hui on sait plus ce que c'est. Bref, enfin, on était dans une époque où on voulait avoir un magnétoscope, mais on pouvait pas en avoir. Mon père, un week-end par mois, le louait au comité de la ville d'Annonay. Donc, un week-end par mois, on avait un magnétoscope et on louait des VHS tout le week-end. Donc, c'est-à-dire que c'était location de VHS et plein de films. C'est là où j'ai découvert Freddy Krueger. Enfin, mes parents aimaient bien les films d'horreur, donc vraiment très gamin, j'ai vu plein de films d'horreur aussi. Et j'avais une VHS que j'avais enregistrée sur TF1. C'était le film Le Cerveau avec Belmondo. Et avec Belmondo et Bourvil. Et ce film, je l'adorais. Je pense que c'est parce qu'à un moment, il y a un passage en dessin animé. Et je crois que c'était un film d'humour où il y avait quand même un braquage, mais de manière rigolote. Et à un moment, ils expliquaient le braquage qu'ils allaient faire en animation. Et je crois que... Puis il y avait un tir, il y avait un truc qui explosait. C'était un truc quand même très rigolo, très visuel pour les gamins. Et ce film, c'était le film que j'ai vu plus de 30 fois, enfant. Et après, c'est les Goonies, que je crois que j'ai dû voir 34, 35 fois, un truc comme ça. Tous les dialogues, j'ai connaissé par cœur. Voilà. Ouais. Et du coup, cette séquence en animation t'a vraiment marqué, là on le sent. T'étais déjà sensible à comment ça se créait, t'avais déjà des velléités dessinées? Non, alors oui, mais le dessin animé, j'y croyais pas parce que moi je suis ardéchois. Alors je dis pas que je viens d'un endroit où on n'a pas le droit de rêver, mais déjà enfant, quand je disais que je voulais être auteur de bande dessinée, en gros, moi au CP, on faisait un tour de table pour savoir qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand. Vraiment, c'est le début quoi du conseiller d'orientation. Tu vois, c'est vraiment la base. Tu vois, t'as pas encore appris à lire, on te demande ce que tu veux faire plus tard. Et vraiment, autour de moi, j'avais que des flics ou des pompiers. Oui. Et moi, j'ai dit auteur de bande dessinée, donc au CP. Hein, donc j'avais 5-6 ans parce que vu que je suis de juillet, j'ai toujours un an de retard. Et vraiment, on s'est foutu de ma gueule. Vraiment, c'est un souvenir de moquerie des autres. Genre, on peut pas être auteur de bande dessinée. On peut être pompier, on peut être flic, on peut pas être auteur de bande dessinée. Et on peut même pas y rêver, quoi. Non. Alors que mes parents m'avaient jamais dit que je pourrais pas être auteur de BD. Donc, pour moi, c'était vraiment une incompréhension. C'est la première fois qu'on me disait, en gros, non. Et je me suis dit, pourquoi non, tu vois. Et le prof a souri. Pour le coup, cette fois-là, des fois, il m'a fait des plans pas terribles, ce prof-là. Mais là, pour le coup, il a fait, on achètera tes BD plus tard. Voilà, puis après, il a relancé le truc. Mais oui, donc, je rêvais d'être auteur de BD. Donc, j'étais plus touché par le dessin que l'animation. Et vu que je regardais énormément la télévision, j'ai vraiment beaucoup bouffé de télé. Je pense que voir un dessin animé dans un long métrage, c'était le mélange des adultes et des enfants. On avait le droit en tant qu'adulte, alors même si mes parents m'ont jamais dit à un âge t'arrêtes de regarder des dessins animés, hein. J'étais pas dans ce truc-là, mais je sais pas, il y a un truc sur la société, je suppose, qui dit les dessins animés pour les enfants et les films pour les adultes. J'adorais ce truc de mélange. Et puis il faut savoir que le film, je crois que c'est surtout que le film commence par une scène qui est digne d'un Tex Avery. Et je pense que dans le cinéma français, surtout dans les années 70, il y avait très peu d'influence de l'animation. Ouais. Et t'as le début, c'est Belmondo qui s'enfuit de la prison en creusant un trou. Et t'as Bourvil qui essaye de l'aider et ils se sont dit qu'ils allaient faire un tunnel et que le tunnel allait se rencontrer et qu'ils allaient machin. Sauf que ils arrivent pas à mesurer tout ça. Et ils ont fabriqué des machines complètement folles avec un ventilateur, avec un truc. Et ils creusent et t'as l'image, t'as l'écran avec le sol qui est tout noir et t'as l'image qui se creuse et t'as eux à 4 pattes qui avancent. Et cette image, quand t'es gamin, elle est frappante, oui. Elle est hyper frappante, quoi. Tu te dis, en fait, c'est un dessin animé, mais en vrai, quoi. C'est avant Roger Rabbit, quoi, si tu veux. Oui, je vois très bien. Puis moi, ça me fait penser aussi à Wes Anderson qui fait souvent des plans comme ça. Sauf que là, il était pas né, ou alors oui. Il n'avait pas grand-chose à l'époque. Mais effectivement. On peut comparer, oui. Ouais, effectivement. C'est pour ça que je suis pas très fan de Wes Anderson parce que vraiment, il y a des trucs, c'est vraiment trop chelou ou trop lent, mais le film avec les
En animation Alors ça, Mr. Fox, j'ai adoré, c'est un de mes préférés. Et l'autre avec les, j'ai oublié le nom, les gamins qui sont scouts. Moonrise Kingdom. Ouais, alors lui, par contre, là, c'est vraiment un lien avec l'enfance. C'est vraiment, là, il me parle. Bon, j'ai un petit côté Peter Pan, un syndrome de Peter Pan. Donc, bien sûr, là, ça me parle complètement. On était sur ton envie de faire de la BD, très précoce. Et du coup, est-ce que tu en faisais? Ouais, bah, mes premières BD datent du CP, je dirais. Je prenais des cahiers à carreaux. Et un de mes premiers personnages, je me souviens, s'appelait l'épée. Alors forcément, j'étais tellement fan de Star Wars et fan d'un dessin animé qui copiait Star Wars de Hanna-Barbera que j'oublie tout le temps le nom. Je crois que c'est Arok le barbare. Ah oui. Et Arok le barbare, c'était Conan, mais avec une épée sur le poignet, et quand il l'enlevait, elle était en flamme, comme un sabre de Star Wars. Il y avait tout. Il y avait tout. Quand t'étais gamin, tu disais, waouh, il avait un copain, c'était un Wookie, il avait une sorcière avec lui, avec des chevaux chelous. Je me rappelle de rien d'Arok le barbare, à part le générique. Je pense que je copiais ça à l'époque. Mon père m'achetait Pif Gadget toutes les semaines, donc j'ai beaucoup copié Pif Gadget aussi. J'ai beaucoup redessiné les Pif Gadget. Et j'étais très très fan de Gaston Lagaffe, des Schtroumpfs et Astérix. Et donc j'aurais dessiné tout ça. Je crois que j'avais vu passer sur Instagram, tu avais retrouvé des dessins que tu avais envoyés à Pif, il me semble. C'est Hercule, Hercule Magazine. Hercule Magazine, c'est un dessin qui date de mes 12 ans, je crois, 87. Là-bas, et c'est mon premier dessin publié, là, pour le coup. Pas payé, mais publié. Ça doit être des alcooliques chez Hercule. C'est ça. Surtout pour le nouveau mag, là. Ah oui. Beaucoup boire. Ouais. Est-ce que tu as le souvenir d'une case? T'as peur? Oui, Gaston Lagaffe. Attends. Je sais pas. J'espère que tu vas me ramener la superbe édition. Ouais. Ah. Il n'y a rien d'autre pour montrer que tu vas être un névrosé toute ta vie. Ah, c'est génial. Et que ton seul rêve, c'est d'être entouré de bandes dessinées et que c'est là que tu te sens dans le ventre de ta mère, quoi. Enfin, je veux dire, quand j'ai vu ce truc à Angoulême, j'ai fait, OK, il faut que je l'achète parce que c'est le truc qui m'a marqué toute ma vie et qui m'a donné envie, tu vois. Enfin, tu vois, je vis au milieu des livres, quoi. Donc, bon, après, je pense pas que les gens supporteraient de ramper dans des livres pour rentrer chez moi, donc je reste avec des étagères Ikea, tu vois, mais voilà, quoi. Ouais, excellente réponse. Je vais utiliser une expression que j'utilise souvent et que je déteste, c'est je poussois. Je poussois cette réponse. Parce que t'es pas sur un forum, c'est pour ça que t'aimes pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais vraiment, le bien-être, la béatitude qui se dégage de cette case, sachant que en plus Franquin est un grand névrosé, un grand un dépressif notoire. Ouais. Et il y a quelque chose, il y a le ronron du chat, la radio qui gazouille, les collègues qui le regardent. Oui, c'est vraiment. Tu sens même l'odeur, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui chauffe. Il y a une petite poêle. Tu as commencé à lire de la BD avant de savoir lire, je suppose. Bien sûr, c'est mon père. Mais si je fais de la BD, c'est pas pour rien. Hein. C'est vraiment, il y a Ce qui est bizarre, c'est que mon père, aujourd'hui, je le vois plus trop lire de BD, mais c'était le seul lien que j'avais avec mon père, c'était lire une BD tous les jours avant de partir à l'école à 13h30. Donc il me lisait les Schtroumpfs, il me lisait Astérix, il me lisait Franquin, Gaston Lagaffe. Et j'ai appris à lire extrêmement vite, quoi. Ça, j'ai vraiment été très moyen à l'école toute ma vie, mais vraiment apprendre à lire, ça a été un truc, ça a été vite plié parce que c'était vraiment mes amis les livres, hein, vraiment. Enfin, surtout lire des livres sans images, c'est dur. J'en ai pas eu beaucoup des livres sans images, hein, même à 44 ans aujourd'hui. Mais des BD, ouais, c'était. J'ai eu envie. Quand mon père était pas là, je refaisais des bulles en inventant les trucs comme tous les gosses. Et puis après, dès que j'ai su lire, mes parents m'entendaient plus, et puis ils entendaient rire à un moment. J'étais en train de lire un Léonard tout seul dans ma chambre. Voilà, ça a marqué mon enfance, ouais, bien sûr. Et mon adolescence quand j'ai découvert que les BD pouvaient être adultes. Quand j'ai compris qu'on pouvait faire de la philo en BD ou des choses comme ça, là ça m'a mindfucké la deuxième fois, quoi. Déjà quand t'es gamin, tu découvres la bande dessinée, c'est trop bien. Quand tu relis Astérix aussi quand t'es adulte, c'est fou parce que c'est encore mieux. Goscinny, c'est un génie. Pour moi, le meilleur scénariste qu'on ait eu en France,
c'est clairement Goscinny. Enfin, je pense que personne n'arrive à la hauteur de Goscinny encore aujourd'hui. Bah, il a inventé le métier en France, en fait. Ah oui. Il a importé ça des États-Unis. Non seulement il a inventé, mais en plus il a créé des lois pour nous. Enfin, et Lewis Trondheim est quand même celui qui lui emboîte le pas aussi pour structurer un peu notre métier. Bah là, oui, en ce moment, il est dans le combat. Bataille. Oui, il est dans le combat et j'espère que ça va porter ses fruits. J'espère aussi. Tu avais un métier, donc graphiste, tu as continué à faire de la BD et tu proposais en parallèle, ou alors à un moment tu t'es dit ça suffit, j'arrête et je me lance? Je veux être auteur de bande dessinée et je ne pense qu'à ça. Après, quand j'ai 14 ans, on fait un théâtre au collège et je fais plein de blagues et le public kiffe grave. Et moi, j'étais fan des nuls et des inconnus à l'époque, surtout des inconnus, et aujourd'hui plus des nuls, mais voilà. Et là, je découvre que je peux faire rire les gens sur scène. Et là, dans ma tête, il y a un truc qui se crée où je fais... je vais faire de la bande dessinée. Ouais, mais je veux faire des vidéos, des sketchs. Je demande à mes parents de m'acheter une caméra à 14 ans, et tout ça. Je commence déjà à faire des sketchs hyper longs et pas drôles, ou qui copient des trucs qui étaient drôles avant, mais qui ne sont plus parce que je les refais. Mais bon, voilà, quoi. Et je suis dans cet entre-deux. Mais le dessin, là, pour le coup, paraît plus accessible que la vidéo, surtout dans les années 90 et en Ardèche, encore moins. Donc, je me dis que la vidéo, c'est le truc que je vais faire à côté et que je vais faire du dessin et je serai auteur de bande dessinée. Mais c'est dur d'être auteur de bande dessinée, je l'accepte et je me dis, bah, autant trouver un métier qui se rapproche de la bande dessinée, graphiste. Bon. Donc mes parents me payent une école privée. Mes parents étaient vraiment pas riches, et toujours pas d'ailleurs aujourd'hui, mais ils sont vraiment saignés pour me payer une école privée à Lyon de dessin, parce que forcément les écoles publiques veulent pas de moi parce que je suis nul en anglais et en maths, donc je peux pas dessiner. Bon, après, j'étais pas non plus foufou en dessin, hein. Je vais pas me vanter sur mon trait, hein. Voilà, je suis pas Boulet, j'en ai conscience, hein. Mais j'ai envie de ça, quoi. J'ai envie de raconter des histoires en dessin, quoi. Et donc je vais faire cette école et je rate mon diplôme. Donc aucun diplôme, j'ai que le brevet des collèges. Et au bout d'un moment, ça coûtait tellement de thunes à mes parents que je dis à mes parents, je vais pas y retourner. Donc année sabbatique où je me dis que je vais dessiner. Donc je dessine beaucoup pendant mon année sabbatique, mais en même temps je me dis que je vais faire du théâtre. Et en même temps je me dis que je vais écrire un film. Donc pendant mon année sabbatique, voilà, j'écris, machin ça. Mon année sabbatique au lieu d'un an dure 2 ans. Et au bout des 2 ans, bien sûr, je retourne pas à l'école et je rentre dans la vie active, c'est-à-dire je deviens pion et après je deviens fonctionnaire de mairie, mon père me fait rentrer à la mairie. Et je continue à dessiner, tout ça, à faire mes planches, à tourner des vidéos, et on arrive en 98, 99, où là, je sais plus quel âge j'ai, mais j'ai un peu plus de 20 ans, j'ai 23, 24 ans, et là, je suis à fond au niveau de la créativité, et je veux faire des trucs, quoi. Donc, j'arrête pas de faire des planches, et là, je me dis, il faut que j'aille à Angoulême, et je vais montrer mes dessins, et tout ça, je vais aller voir les éditeurs. Et je vais voir les éditeurs avec mes dessins, et forcément, mes dessins sont pas terribles, mais les scénarios leur plaisent un peu, ce qui est pas mal, sauf que vu que j'ai de l'ego, parce que je suis jeune, bah, il y en a un, c'était Glénat, hein. C'était Glénat qui me dit, nous, on te prend tes blagues, mais on te trouve un dessinateur. Et là, j'ai fait, jamais, c'est mon dessin et mon cerveau. Bref, je regrette un peu, mais quoique non, je ne regrette pas, parce que ça m'a permis d'être moins con après, voilà, je pense. Et donc voilà, je dis non. Et par contre, après, je vais voir un autre éditeur qui, lui, m'a tué. Il m'a regardé mes planches de dessin. Il m'a dit, mais est-ce que tu as pris un cours de dessin au moins une fois dans ta vie? Je fais, mais je suis en école de dessin. Mais vraiment, le mec m'a pas répondu, il a juste fait. Et ce truc, j'ai fait, ok, j'arrête de dessiner. Ok, j'arrête. Donc 2000, je dessine plus du tout. Et vu que la vidéo commençait à fonctionner dans les salons et qu'il y a Internet et que des gens téléchargeaient mes vidéos, je me suis dit, bah, vu que je te disais tout à l'heure que moi, ce que j'aimais, c'était les histoires dans les films, moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Après, qu'on me dise, bah, t'as pas les capacités en dessin pour raconter des histoires, je me dis, bah, si je peux les faire avec une caméra, moi, je raconte mes histoires, quoi. Je suis déçu, mais bon. Et donc, je me mets à fond dans la vidéo. Et la vidéo, ça marche mieux parce que, bah, y a personne qui en fait. La vidéo amateur, on est 30.
humoristique, vidéo amateur humoristique, ouais, on est 30 et on se connaît quasiment tous en France en 2000. Voilà, il y a personne, quoi. YouTube n'existe pas, voilà, quoi. Et même la manière de voir des vidéos sur Internet est complètement fucked up. Il faut télécharger la vidéo sur ton ordinateur pour la voir, quoi. Donc, on n'est pas beaucoup. Voilà, il faut vraiment être motivé. Et donc, on est 30 motivés en France et on fait un forum où on discute, on se rencontre. C'est comme ça que j'ai rencontré Monsieur Poulpe quelques années plus tard, voilà. Et sauf que ça me taraude quand même le dessin et je fais toujours à côté, mais je n'ai plus de velléité de devenir. Je n'y crois plus à devenir auteur de bande dessinée. Même si je tente un peu de temps en temps, mais j'y crois plus trop. Et puis la vidéo marche de mieux en mieux. De mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Puis je me retrouve sur Canal à passer dans les films faits à la maison où je me fais un peu enfler parce que ils diffusent nos films en nous payant avec la diffusion via la SACD, mais pas eux, ils nous payent pas. Ah oui, d'accord. Juste voilà. les droits d'auteur. Juste les droits d'auteur, voilà, donc c'est malin. Donc c'est pas eux. Va dire. Oui, non, c'est pas eux. Enfin, c'est nous avec nos impôts, en fait. Et puis, arrive un moment où, comme je te disais, j'avais un peu d'ego et heureusement le temps a passé. Je fais une connerie. Je fais une connerie où vraiment je suis un vrai connard, vraiment. Je fais un truc, je fais un reportage, bon, rentrer dans les détails, mais je fais un reportage pour Canal et je me suis retrouvé vraiment très très mal avec les gens que j'interviewais. C'était vraiment des artistes chelous, vraiment, et qui se croyaient, mais vraiment, même encore aujourd'hui, quand même, quand j'y repense, je me dis, quand même, ils étaient un peu perchés, quoi. Et moi, j'avais un blog, mais que personne lisait. J'avais un blog, personne lisait, écrit à la main. Parce que j'étais fan de Larsenet, et Larsenet avait un blog, j'avais fait un blog. Parce que j'ai découvert Larsenet entre temps, et voilà, Larsenet, ça a tout changé, quoi. Et je raconte des trucs, et je dis que ces mecs étaient complètement tapés, que voilà. Bon, ma copine m'avait quitté, mais justement, celle qui m'avait dit que j'aimais pas le cinéma, j'étais fou amoureux d'elle pendant 3 ans et tout ça. J'étais en dépression, et j'ai rencontré ces gens, et j'étais en colère. Et j'ai balancé ma colère dans un texte, alors que j'aurais dû le dire à des amis en soirée, et ils m'auraient fait « va te coucher ». Voilà. Sauf que je l'ai écrit, et que les mecs l'ont lu, et qu'ils ont appelé Canal, et que je me suis fait virer. Mais en plus, virer comme à la télévision, c'est-à-dire qu'on t'engueule, mais on ne te vire pas, on attend de trouver un remplaçant, on te fait tourner des trucs, et du jour au lendemain, t'es plus jamais appelé. Et dans les phrases qu'on m'avait balancées, on me dit t'es foutu, ta carrière elle est foutue. Ma carrière qui n'existait pas, mais on dit qui était vraiment émergente. Émergente de loin, quoi. Enfin, on voyait un orteil peut-être sortir de l'eau et encore, tu vois. Et ça m'a fait mal parce que j'avais tort. J'ai chopé 42 fièvres pendant 2 jours. Je n'ai pas pu aller travailler, je tremblais, je me détestais, quoi. Je me suis dit mais quelle merde je suis, quoi. Et et donc j'ai détruit mon blog en leur disant je vais détruire mon blog, je suis désolé, je vais tout enlever. Sauf qu'au bout de 15 jours, j'avais tellement pris goût à raconter des conneries sur Internet tous les jours que j'étais en manque. Et je me suis dit, mais putain, en fait, le moyen pour que je réfléchisse avant de parler, c'est de dessiner. Parce que si je fais un personnage qui dit les choses, bah, le temps que je le dessine, j'ai le temps de changer le discours du personnage. Et en plus, c'est un personnage qui parle, c'est pas moi. C'est-à-dire que je peux toujours me mettre sous le couvert si je fais une connerie. Non, mais c'est mon personnage qui est un vrai connard, c'est pas vraiment moi. Voilà. Et j'ai commencé à faire un blog BD en 2005, je crois, où j'ai dessiné tous les jours. Et je crois que j'ai dessiné tous les jours pendant 8 ans. Voilà. Et pendant ma pause déj, j'allais au travail, graphiste, pause déj, je sors pas avec les autres, j'achète un sandwich, je mange, je fais mon dessin, je le scanne, machin, tout ça, je fais mon truc, je le mets en ligne, hop, le lendemain, la même chose. J'adore en faire trop, quoi. Et ça m'a redonné le goût au dessin. Là, je me suis rendu compte que je dessinais pas assez bien. Et au bout d'un moment, en 2009, alors que j'allais voir toujours des éditeurs et qu'on me disait non, donc je crois que j'ai commencé en 96 à aller voir des éditeurs, donc en 2009, quoi, voilà, il y a un gap. Et là, 2 éditrices qui venaient de créer leur boîte m'ont dit, j'avais fait des BD, j'avais raconté des histoires là, par contre, en BD sur mon blog, elles m'ont dit, est-ce que tu voudrais qu'on les édite? Et je fais, oui, mais vraiment, c'était tout amateur, c'est-à-dire que j'ai touché 1 000 €, je crois, pour ma première BD, et j'ai tout fait. J'ai appelé l'éditeur, l'imprimeur, j'ai appelé l'imprimeur,
je faisais les cotes, je savais pas du tout comment faire, etc. Enfin voilà. Et le truc, c'est que vu qu'entre-temps, j'avais fait une série qui s'appelait Nerds avec Monsieur Poulpe et Didier Richard, bah là, on avait un public. C'est-à-dire qu'on avait 50 000 personnes, mais qui nous suivaient, mais vraiment dur de dur. Et donc, quand la BD est sortie, en achat sur Internet, parce qu'on n'avait même pas de distributeur, on a tout vendu. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à intéresser des éditeurs, parce que, pas pour mon dessin, du tout, mais parce que j'avais des chiffres. Bankable. J'étais bankable à petite mesure. Mais sur une niche, quoi. BD, sur une niche, mais dans le monde de la BD, on vend pas les BD aujourd'hui, ça se vend pas de ouf, quoi. Donc, quand quelqu'un a un public, c'est précieux. Et c'est grâce à ça que j'ai pu monter les échelons dans le monde de la bande dessinée pour arriver jusqu'à Delcourt, en passant par Ankama. Bon, Ankama, ils étaient très gentils parce que vraiment, les patrons d'Ankama, vraiment, ils avaient vu mon dessin, ils m'avaient dit c'est pas bien. Hein. J'avais fait d'accord, mais j'ai eu la chance. Ça, c'est une histoire que je trouve jolie. J'avais laissé, c'est ma BD qui s'appelle 41 € pour une poignée de psychotropes, où je raconte ma psychanalyse et la perte de cette fille, justement, qui disait que j'aimais pas le cinéma. Et j'avais donné mon dossier aux 2 patrons d'Ankama. Et ils avaient vu le dessin et ils osaient même pas lire, quoi. Et il avait laissé traîner chez lui Manu, je me rappelle. Et sa femme, qui voit traîner le truc, le soir, je pense, dans son lit, sait pas quoi lire et se met à le lire. Et lui, il est à côté en train de lire un roman, et au bout d'un moment, sa femme qui finit de lire, lui fait « Mais tu l'as lu, ça ?» Et il fait « Bah non. » Il fait « Non, mais il faut que tu le lises. Hein. Faut vraiment que tu le lises. Hein. » Et là, il a lu et ils m'ont dit « Ok, on t'édite, quoi. » Et là, je me suis dit « Waouh ! En fait, ça y est, certaines personnes peuvent passer outre mon dessin, et peut-être que j'ai des trucs à dire, finalement. Mais j'aurais pas eu ces trucs à dire il y a 10 ans, en vrai, si Glénat m'avait signé. Parce qu'entre-temps, j'ai appris que j'étais un con, j'ai appris qu'on me quittait, tout ça. J'ai vécu des choses, donc j'ai des choses à dire, j'ai des choses à raconter. Pardon. Vas-y. Non, j'allais te demander si c'était là-dessus que Manu Larsenet t'avait influencé. Tu dis qu'il y a eu un avant et un après, et il est aussi beaucoup dans... Pas l'autodérision, l'auto-analyse, le filtre. Larsenet, il y a tout. Larsenet, déjà, c'est la fille que j'aimais beaucoup qui m'a fait découvrir Larsenet. Donc, il y a un truc en plus, il y a un lien. Larsenet est dans la pop culture au début. C'est-à-dire que toutes ces blagues dans Flux Glacial, c'est que des trucs sur des trucs de la télé, enfance, la télé et tout ça. Donc, le mec, je le kiffe parce qu'il me fait rire, parce qu'on a les mêmes références. Et un jour, il sort On fera avec. Et là, le mec, il a mes névroses en plus. Et je me dis, on peut raconter nos névroses. C'est-à-dire que ça peut intéresser quelqu'un de dire je vais pas bien. Je vais pas bien parce que ça, parce que ça, parce que ça. Je pense que la vie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et je suis malheureux. Et moi, j'ai adoré quand il me racontait ses névroses. Et je me suis dit, en fait, pourquoi je raconterais pas mes névroses moi aussi? Je suis pas bien. Je galère. Peut-être que ça va me guérir. Et ça guérit. Et ça guérit. Moi, clairement, enfin, à partir du moment où j'ai fait 3 BD et un spectacle sur cette fille, c'est les gens qui avaient ma névrose, les gens qui lisaient ma BD, qui disaient ils se barraient avec, mais moi je l'avais plus ma névrose. Moi je pouvais vivre d'autres histoires. Quoi. Et donc oui, et cette BD ça a compté pour moi, ce carnet. En plus on a eu énormément de chance parce que vu que c'était un carnet, les libraires pouvaient pas le mettre en rayon. Ah oui, ils étaient obligés de le mettre en facing alors. Donc il était en facing. Et donc c'est facing, donc les gens se sont dit oh une nouveauté hyper attendue. Et donc là on a explosé mes ventes parce que je vendais 1000, 2000 BD. Là on est passé à 5000, tu vois. Et donc forcément après, vu que j'ai inventé le personnage de la petite mort, quand on est allé voir Delcourt, Guy Delcourt, quand il a regardé mes chiffres de vente, il m'a dit, Guy Delcourt m'a dit, j'aime pas ton dessin, mais tes chiffres m'intéressent. J'ai fait, d'accord. Oui. Drôle de compliment, mais c'est un compliment est toujours bon à prendre. Non, mais en fait, ce qu'il y a de bien avec Guy Delcourt, vraiment, c'est que t'es au courant, quoi. Oui, c'est une industrie, quoi. Oui, mais il m'a jamais lâché. C'est-à-dire que, tu vois, La Petite Mort, tome 1, c'est fou. La Petite Mort, tome 1, j'ai une préface d'Alexandre Astier. À l'époque, on fait le Golden Show avec Monsieur Poulpe et François Descraques. On est vraiment... C'est là où je suis au meilleur de ma notoriété, on va dire. Et donc, forcément, quand la BD, elle sort, on a tout mon public qui tombe dessus. On a le public d'Alexandre Astier, je suppose, en partie, qui tombe dessus. Et on a le fait que les gens, à ce moment-là, avaient envie de lire une BD
toute noire, avec un squelette dessus, avec des blagues sur la mort. Et donc, il y a plein de gens qui me découvrent à ce moment-là. Et donc, en une semaine, on doit réimprimer. 2 semaines plus tard, on doit réimprimer. Et là, c'est un succès. On arrive à 40 000 albums vendus. Et là, Guy Delcourt m'aime bien. Et donc, à partir de ce moment-là, je découvre ce truc qui est que c'est plus trop un problème de signer une BD. Alors que jusqu'à La Petite Mort, tome 1, c'était vraiment genre... voilà, j'étais obligé d'y aller, tout ça. À partir de ce moment-là, la tendance inverse. Et pourtant, à partir de ce moment-là, je n'ai jamais revendu une BD au point du tome 1 de La Petite Mort. Mais Guy Delcourt me fait confiance et même m'a proposé de devenir éditeur chez lui. Et donc, voilà. Après, voilà, c'est pas trop con parce que on a fait Tant pis pour l'amour dans ma collection. La gamme Une case en moins, c'est ça? Une case en moins, c'est ça, oui. Ouais. Et on a fait Tant pis pour l'amour qui, pour le coup, a aussi explosé les ventes, quoi. Donc, voilà, en gros, là, je t'ai fait ma carrière, mais... Non, mais c'est ce que je te demandais au départ. Ok. Mais, donc voilà, mais c'est pas de tout repos. C'est tout le temps sur la corde raide et c'est surtout énormément de travail. C'est-à-dire que c'est surtout, je pense que j'aurais pu abandonner en 15 ans. Tu te dis que t'es pas fait pour la bande dessinée. En 15 ans, tu peux très bien te le dire. Et plein de gens qui ont beaucoup plus de talent que moi en dessin ont dû arrêter avant parce que c'est un milieu très difficile à pénétrer, j'ai envie de dire. Ouais, est-ce que le sérail t'a laissé rentrer? C'est ce que je voulais te poser comme question. Et est-ce qu'il te regardait pas un peu de haut en se disant c'est celui qui est sur No Life et tout ça, sans savoir le parcours réel de BD que tu avais derrière? J'ai eu... Ça pouvait paraître comme une envie qui tombe sur la soupe, quoi. Surtout que pendant des années, j'étais journaliste. Parce que vu que j'étais trop fan de bande dessinée, que je voulais faire la BD, mon point pour aller au Festival d'Angoulême, pour rencontrer mes auteurs que j'adorais, forcément, c'était d'être journaliste. Et j'ai adoré ça. Je faisais road strip sur No Life et j'adorais aller rencontrer les auteurs. J'ai rencontré Larsenet, j'ai rencontré Trondheim, j'ai rencontré tellement d'auteurs. Les auteurs de Lorelai et Valérian. Oui. J'ai rencontré Mézières, Torgal, les auteurs de Torgal. Je me suis fait kiffer. On va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu passes de l'autre côté, surtout quand tu es un rigolo d'internet et que tes ventes sont justifiées par ça, il y a quand même 2-3 auteurs. Pas tous, vraiment pas tous, mais il y a quand même 2-3 auteurs, bien sûr, qui te considèrent pas comme un auteur de BD. Et même moi, je me suis pas considéré comme un auteur de bande dessinée tant que je suis pas arrivé au tome 2 ou 3 de La Petite Mort, je pense. Parce que le succès de La Petite Mort était encore peut-être pour moi un succès lié, tu vois, je le dis, mais tu vois, il y en a quand même une préface d'Astier, il y a quand même le Golden Show derrière, donc j'étais pas sûr. Mais à partir du moment où je fais 3 tomes de La Petite Mort, que les ventes sont là, et qu'en plus on me demande d'en faire une série animée, et qu'on a une série animée qui remporte des millions de vues, bon, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, je pense que je suis auteur de bande dessinée. Mais ça a mis très longtemps. Mais comme le fait que je me sens pas légitime non plus à la télévision, parce que je viens de YouTube. C'est très compliqué quand tu te fais tout seul, et que t'as pas de diplôme. Mais Lewis Trondheim, autant Astier, en fait, j'ai eu Astier qui m'a validé dans le monde de l'humour, et j'ai Lewis Trondheim qui m'a validé dans le monde de la bande dessinée. Si j'avais pas eu ces 2 figures françaises scénaristiques, ces 2 talents, je pense que j'aurais toujours des doutes. J'en ai toujours. Sinon, tu crées plus. Si t'as pas de doute, tu fais plus rien. Si t'es content de toi, ça sert à rien. Enfin, je pense que c'est même mes doutes qui me font travailler. Mais quand j'ai entendu Astier chez Canal, il parlait pas que de moi, il parlait aussi de Poulpe et de François Descraques, qui sont méga talentueux. Et il a dit à la directrice des programmes, ces mecs-là ont du talent, ils sont drôles. Quand tu entends ça, tu fais, ok,
Enfin, moi, ce mec me fait rire, moi, ce mec, je trouve qu'il a du talent, il me valide là. Ok, je peux accepter d'être auteur, scénariste. Je pense que je peux le dire aujourd'hui. J'osais pas avant. Et auteur de BD, pareil, c'est Lewis qui j'arrête pas de me dire que je dessine pas très bien, parce qu'il a sa verve, hein, et il a raison, hein. Un jour, je lui montrais des décors, je m'étais fait chier, j'avais essayé de faire des décors et tout ça. Et il a regardé la planche et il m'a fait « Tu sais pas faire le décor, quoi. » Et j'ai fait « Ah ?» Il me fait « C'est pas grave, hein, fais-en pas. » Et j'ai fait « Oui, je voulais aller vers la bande dessinée un peu plus classique, mais bon, du coup, je vais continuer à faire que des bonhommes sur du fond blanc. » Alors, il me dit et puis, à partir de ce moment-là, tu te dis, oui, si les gens, ils arrivent à comprendre ce que je veux dire et qu'ils rigolent au moment où je veux et où ils pleurent au moment où je veux, voilà, j'ai fait le nécessaire, quoi. Mais est-ce que tu as eu cette révélation? Alors, moi, mon père m'achetait pas Spirou parce qu'on était très de gauche. Et quand j'ai commencé à aller à l'école pour être graphiste justement à Lyon, vu que je prenais le train tous les jours, je m'emmerdais. Et une fois par semaine, j'avais trouvé Spirou Magazine. Et comme ça, je pouvais lire voilà, les tuniques bleues et tout ça. Et là, j'ai découvert Spirou. Je n'avais jamais lu Spirou. Et là, j'ai relu tous les Spirou en me disant « Ah, c'est cool Spirou ». Et là, j'ai découvert que Pif Gadget, il y avait tout un truc où il volait, il pillait complètement Spirou. Le professeur Belle-Pomme, c'est le professeur Champignac. Le Zorglub, il y aussi, ouais, Zorglub, c'est Crapulax. Enfin, à un moment, tu fais, mais comment ils n'ont pas eu de procès, quoi? Comment ils n'ont pas eu de procès? Ils ont tout piqué à Franquin.